Bonjour, bienvenue à la prépa ISP, concours de commissaire de police. La vidéo que je vais vous présenter corrige le sujet d'annale 2022 du concours qui concernait l'épreuve de questions-réponses courtes en culture générale, en connaissance générale. Alors, 3 questions étaient traitées en 1 heure. La première portait sur le défenseur des droits, elle était notée sur 7 points. La deuxième sur les réserves au sein du ministère de l'Intérieur, notée sur 6 points. Et la troisième était intitulée « Le combat pour l'abolition universelle de la peine de mort ». Je vais examiner successivement ces différentes questions en voyant de quel domaine elles relèvent, puisque cette épreuve renvoie un certain nombre de champs, de questions, en tout cas c'est ce qu'on peut constater dans les sujets des années antérieures. Ce qu'on peut dire d'emblée, ce n'étaient pas des sujets extraordinairement originaux, 2 sujets très techniques, un troisième qui était un sujet d'actualité, comme nous allons le voir. Alors, le défenseur des droits. On peut dire que cette question relève des questions d'organisation administrative institutionnelle en France. L'épreuve, le programme de l'épreuve demande de connaître les institutions politiques françaises et européennes. Typiquement, on est sur l'une de ces institutions. La difficulté, c'est que le défenseur des droits n'est qu'une structure parmi d'autres. Elle n'est évidemment pas aussi connue que le président de la République, le Conseil constitutionnel. Ceci dit, on a vu les années antérieures des sujets portant sur d'autres autorités administratives indépendantes. Donc il était assez attendu que le défenseur des droits, on a vu le CSA, donc le défenseur des droits est un sujet qu'on pouvait tout à fait prévoir. Je rappelle que vous avez 1 heure, c'est-à-dire à peu près 20 minutes pour répondre à la question. La manière dont je vous conseille de procéder, c'est de former par un système de questionnement. Qu'est-ce que le défenseur des droits? Que fait-il? Comment fait-il? Pourquoi a-t-il été institué? Les éléments que je vais vous citer ne répondent pas à ces questions dans l'ordre. Elles visent surtout à vous donner des éléments de réponse juridiques, mais également des éléments de réponse institutionnels. Comme je vous le disais, le défenseur des droits est une autorité administrative indépendante, et c'est même une autorité constitutionnelle indépendante, puisque son existence est garantie par la Constitution. Elle a été créée en 2011, dans la suite de travaux qui avaient été menés par un comité, appelé le Comité de réflexion et de proposition sur la modernisation et le rééquilibrage des institutions, souvent nommé Comité Balladur, puisque l'ancien Premier ministre Édouard Balladur le présidait. On peut rappeler que des institutions de type défenseur des droits s'inscrivent dans une tradition ancienne qui a déjà été créée dans les pays nordiques, ce qu'on appelle les ombudsman, en Suède en 1809, qui était un fonctionnaire chargé de recevoir les plaintes des citoyens sur les pratiques des administrations. S'agissant du défenseur des droits, avant même sa création en 2011, il a succédé à d'autres institutions. En fait, ils regroupent leurs missions et ce qu'il faut voir, c'est que les champs de saisine et les compétences se retrouvent dans l'organisation. On notera notamment que les défenseurs des droits a des adjoints dans chacun des 3 autres domaines que le médiateur de la République. Alors, quelles sont ces institutions antérieures? Tout d'abord, le médiateur de la République, créé en 1973. D'ailleurs, c'est le médiateur de la République de l'époque, qui va être le premier défenseur des droits. La Commission nationale de déontologie et de la sécurité, qui veille au respect de la déontologie parmi les personnes exerçant des activités de sécurité, qu'elles soient publiques ou privées. Le défenseur des enfants, qui est chargé de défendre et promouvoir l'intérêt supérieur de l'enfant. Enfin, la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité, la HALD, qui lutte contre les différentes formes de discrimination. Ces 4 autorités ont disparu avec la mise en place du défenseur des droits, qui reprend leurs attributions. D'ailleurs, pour les 3 que sont la CNDS, le défenseur des droits, et la HALD, il y a un adjoint au défenseur des droits qui reprend en fait les compétences des institutions plus spécialisées. Alors, comme je vous le disais, c'est une autorité constitutionnelle. Elle est même consacrée par un titre spécifique de la Constitution, certes constitué d'un seul article, il s'agit de l'article 71.1, et qui forme l'article 11 bis de la Constitution, qui est issu d'une révision de 2008, à savoir plus précisément la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008. Alors ces textes n'ont pas vocation forcément à être cités en entier, mais en tout cas tout élément qui y figure peut être utilement repris. Sur une épreuve de connaissance générale, il y a des sujets que vous connaîtrez plus ou moins bien. Vous pouvez par exemple ne pas savoir quelles sont les 4 autorités antérieures. Et bien vous dites dans ce cas-là que le défenseur des droits reprend les attributions du médiateur de la République et d'autres institutions concourant aux droits et libertés dans un domaine spécialisé,
telles que la Commission nationale de déontologie de la sécurité. Vous avez tout à fait la possibilité de ne pas citer l'ensemble des détails. Et là, on est exactement dans le même champ. C'est pour ça que j'ai souligné ce qui pour moi est plus important et des éléments qui me semblent incontournables. Premier élément, le respect des droits et des libertés. Les défenseurs des droits veillent au respect des droits et libertés par les administrations de l'État, les collectivités locales, les établissements publics, ainsi que tout organisme investi d'une mission de service public ou à l'égard duquel la loi organique lui attribue des compétences. Donc le champ de l'administration ou d'organismes qui peuvent être privés investis d'une mission de service public peuvent, dans le cadre de leurs activités, méconnaître des droits et libertés. Le respect des droits et libertés correspond aux compétences des défenseurs des droits. Alors, qui va le saisir? En fait, toute personne qui s'estime lésée, ça peut être une personne physique ou morale, par le fonction d'un service public ou d'un organisme qu'on a visé, et également, le défenseur des droits peut se saisir d'office, donc il y a une possibilité d'autosaisine. Premier point, pourquoi un défenseur des droits? Pour le respect des droits et libertés. Comment? Par un organisme de saisine, par des personnes intéressées ou, dans certains cas, par une autosaisine. La loi organique définit les attributions et les modalités d'intervention, notamment la possible assistance par un collège pour certaines attributions. Ça renvoie aux compétences spécialisées CNDS, défenseur des enfants et la HALD, où non seulement on a un vice-président qui est chargé, un adjoint défenseur des droits qui va présider ces collèges spécialisés. Le défenseur des droits est nommé par le président de la République pour un mandat de 6 ans non renouvelable. Je sais qu'il y a des cas spécifiques, s'il y a moins de 2 ans, etc. Sur un sujet de type 20 minutes qui n'est pas un sujet de droit, on n'attend pas forcément ce type de détails. Notez aussi que la Constitution fait référence à la procédure de nomination de l'article 13, c'est-à-dire nomination au Conseil des ministres, avec toutefois un accord des commissions compétentes des deux assemblées, Assemblée nationale et Sénat. Il ne peut pas y avoir plus de 3/5 de vote négatif. On rentre dans le détail. Des incomplétés de fonctions avec celles de membres du gouvernement et de membres du Parlement, ce qui est assez logique c'est un organisme qui intervient dans le champ des activités gouvernementales. Il y aura une forme de contradiction à ce qu'on puisse être à la fois ministre et défenseur des droits, mais aussi de membre du Parlement, puisque le Parlement a un rôle de contrôle de l'action de l'exécutif. Les autres incomplétés sont fixés par loi organique. Donc voilà, ce qui est important, c'est de voir que c'est une autorité qui est nommée par le président de la République. On verra après qu'elle a des garanties d'indépendance. Vous pouvez citer les défenseurs, ou du moins le défenseur des droits actuel qui est Claire Hédon depuis 2020. 2 personnes l'avaient précédé, Dominique Baudis, mort en exercice en 2014, Jacques Toubon, 2014 à 2020. On fait un dernier point prévu par la Constitution, l'idée de rendre compte de son activité au président de la République et au Parlement. Ça prend la forme d'un rapport. Alors, il me semble également important sur ce sujet de ne pas seulement voir que c'est une autorité qui est dans la Constitution, ça fait partie des choses qu'on attend, là, notamment la mention de la révision constitutionnelle de 2008, vous n'êtes pas obligé de connaître le jour, et il faut savoir que la mise en place et la création datent de 2011, donc cette loi organique du 29 mars 2011. J'insisterai sur 3 points. Le statut du défenseur des droits, les possibilités de saisine avec des compléments par rapport à qui peut le saisir, et d'organisation, et enfin des éléments de pouvoir et de procédure, puisque le défenseur des droits n'est pas une juridiction, il a un pouvoir de recommandation et il est doté d'un certain nombre de prérogatives qu'il semble nécessaire de présenter à minima, même sur un sujet court, même sur un sujet de 20 minutes. S'agissant de son statut, le défenseur des droits a des garanties d'indépendance. Première garantie, il ne peut être mis fin à ses fonctions que sur sa demande ou en cas d'empêchement dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. Il ne reçoit ni ne sollicite d'instruction. Cette indépendance est fondamentale. Enfin, une garantie vis-à-vis de toute activité juridictionnelle, dans le cadre bien sûr des fonctions exercées par ses membres, le défenseur des droits et ses adjoints, je rappelle qu'il a 3 adjoints, pour chacune des missions spécialisées, enfin des anciennes AI qu'on fusionné hors médiateur de la République. Donc le défenseur des droits et ses adjoints ne peuvent être poursuivis, recherchés, arrêtés, détenus ou jugés à l'occasion des opinions qu'ils émettent ou des actes qu'ils accomplissent dans l'exercice de la fonction. On a une formule qui, si vous devez essayer de le retenir, rappelle beaucoup ce qui existe en termes d'indépendance des parlementaires.
Il y a d'autres incompatibilités, celles prévues par la Constitution. On ne peut pas être membre du Conseil constitutionnel, on ne peut pas être membre du Conseil supérieur de la magistrature, ni membre du Conseil supérieur économique, du Conseil, pardon, de le CESE, donc l'environnement pour le E final, du Comité économique, social et environnemental, voilà le nom exact, d'ailleurs citez toujours les sigles en entier, développés en entier, mais également il ne peut pas y avoir la possibilité d'exercer un mandat électif, toute fonction ou emploi public, et même toute fonction de direction d'entreprise ou d'établissement. On n'append pas dans une copie que vous rentriez dans le détail, si vous le savez évidemment c'est tout à fait valorisé. S'agissant de la saisine est gratuite. À noter qu'elle n'a pas d'effet suspensif sur une procédure administrative ou un recours juridictionnel. Le médiateur était traditionnellement saisi via un parlementaire, qui peut être un parlementaire national, député ou sénateur, ou un député européen. Cette réclamation via un parlementaire n'existe plus, mais cette possibilité reste, et dans ce cas-là, évidemment, le parlementaire sera saisi. À noter qu'il y a des délégués qui peuvent être désignés sur l'ensemble du territoire français. Pour les Français de l'étranger, on retrouve là aussi une règle organisationnelle qui existait pour le médiateur de la République. À part la gratuité de la saisine, la possibilité de saisine par un parlementaire, réclamation via un parlementaire, l'existence déléguée et des points moins importants, mais il faut aussi que vous soyez capable de nourrir votre copie. Ce que je vous propose là, c'est quasiment un corrigé idéal, qui va évidemment au-delà du minimum de ce qui est demandé. S'agissant des pouvoirs et de la procédure, il y a des réclamations qui sont présentées aux défenseurs des droits. Ces réclamations vont être instruites. Elles donneront lieu à des démarches auprès des personnes publiques ou des organismes mis en cause. Il peut leur demander des explications, il peut y avoir des convocations de ses membres. Sur cette base, le défenseur des droits a la possibilité de proposer des recommandations. Il peut aussi proposer des solutions amiables, des règlements donc, entre les personnes en litige, donc une administration ou un organisme chargé d'une mission de service public et l'intéressé. Il peut aussi faire des recommandations en matière de modification législative ou réglementaire. Et les autorités ou personnes intéressées devront l'informer des suites données à ces recommandations. D'ailleurs, il a la possibilité d'établir un rapport spécial quand il n'a pas été donné suite à ces injonctions. Voilà ce que je pouvais dire pour ce premier point du sujet. 7 points, donc un peu plus d'un tiers. Les réserves au sein du ministère de l'Intérieur ne faisaient que 6 points. Non pas que le sujet doive être traité de manière plus courte, vous verrez qu'on pouvait donner un certain nombre d'éléments, probablement parce que c'est beaucoup plus technique et on n'attend pas forcément des détails sur l'âge de réserve opérationnelle. Toutefois, soyons exhaustifs, voyons ce qui pouvait être fait. Sur cette question qui, elle, relève d'organisation administrative et institutionnelle, mais cette fois-ci non plus générale, mais propre au ministère de l'Intérieur. Je dirais qu'il y a 2 temps dans ce type de sujet. Déjà, vous allez contextualiser. Que sont les réserves? Pourquoi existait-il des réserves? Et ensuite, dans un second temps, présenter les réserves au sein du ministère de l'Intérieur. Alors, la contextualisation. Il y a plusieurs dispositifs de réserve qui permettent à des volontaires de s'investir au service de l'intérêt général. Permettant à des volontaires de s'investir au service de l'intérêt général. Je n'ai pas inventé cette formule, on la trouve sur des sites publics, mais elle me semble importante. Le réserviste est un volontaire, il le fait dans un but d'intérêt général. Il y a donc la réserve militaire, la réserve civile de la police, la réserve citoyenne, la réserve sanitaire, qui obéissent à différentes conditions d'âge, de profil, parfois totalement bénévoles, parfois des éléments de rémunération. En particulier, vous aurez pu citer la garde nationale, qui est placée sous autorité des ministres chargés de la Défense et de l'Intérieur, dont l'objectif à terme est d'avoir 85 000 volontaires, 40 000 dans la Défense, 45 000 dans l'Intérieur. Sur ce sujet, une fois que vous aurez donné ces éléments généraux, je ne ferai pas de mention de la réserve civique générale, car celle-ci n'est pas propre au ministère de l'Intérieur. En fait, le ministère de l'Intérieur a 2 types de réserves. La réserve opérationnelle de la police nationale, qui est la plus connue, la plus importante, celle que des agents de police, des fonctionnaires de police peuvent avoir à côtoyer, d'où l'importance que vous la connaissiez, et une deuxième réserve, qui est la réserve citoyenne de la police nationale, plus récente, entièrement bénévole, et qui pourrait faire l'objet de développements un peu plus brefs. Parlons déjà de la réserve opérationnelle de la police nationale. Elle a été créée en 2003. C'est le seul corps de réserve qui fait partie de la garde nationale. Il y en a d'autres, enfin, le seul corps de réserve du ministère de l'Intérieur, bien sûr, faisant partie de la garde nationale. Ces volontaires, ces réservistes font partie de la police nationale,
ils vont intégrer un service de police et apporter un soutien temporaire aux forces de sécurité en effectuant des missions identiques à celles de policiers, à l'exception du maintien et du rétablissement de l'ordre. Alors, vous verrez que dans la manière de présenter, je pose des questions simples. Ce n'est pas le qui, que, quoi, dont, où, mais c'est pareil. Où êtes-vous réserviste? Pourquoi êtes-vous réserviste? Comment le faites-vous? Quelles conditions d'exercice des missions? Quel est votre âge et votre profil? Combien de temps allez-vous le faire? Quelle est la durée du contrat? Quelle est la durée des périodes d'intervention? Êtes-vous indemnisé aux bénévoles? Vous voyez, cette liste de questions va servir à dérouler le type de réponse qu'on peut apporter. Ce sont donc des missions de police à l'exclusion du maintien et du rétablissement de l'ordre, et l'exercice de mission s'effectue en uniforme, avec une arme administrative. Ce sera aussi une différence importante par rapport à la réserve citoyenne. Les membres ont un grade avec une mention réserviste. Enfin, il y a la possibilité d'opérer un déroulement de carrière dans le cadre de la réserve, c'est-à-dire avec avancement de grade. Ces membres doivent être âgés de 10 à 67 ans, certes il peut y avoir 72 ans pour certaines compétences techniques spécialisées rares. On n'attend pas forcément nécessairement que vous sachiez que c'est jusqu'à 72 ans, déjà dans le point de détail. Qui sont ces membres? Pendant longtemps, c'était seulement des retraités des corps de la police nationale, jusqu'en 2011, jusqu'en mars 2011. Depuis, ce sont aussi des volontaires. Donc aux policiers retraités et anciens adjoints de sécurité, aptes physiquement et médicalement, s'ajoutent des volontaires. Toutefois, il y a un certain nombre de critères. Critères de forme. Il faut être de nationalité française, être en règle avec les obligations du service national, ne pas avoir été condamné soit à la perte des droits civiques, soit à l'interdiction d'exercer un emploi public, soit une peine criminelle ou correctionnelle inscrite au bulletin numéro 2 du casier judiciaire. Si vous satisfaisez ces conditions, vous ferez l'objet d'un entretien de recrutement et suivrez une formation initiale de 15 jours. Les contrats sont des contrats d'une durée de 1 ou 5 ans qui vont consister en un certain nombre de périodes d'intervention, au maximum 80 jours par an pour volontaires et 150 jours pour les policiers retraités et anciens adjoints de sécurité, et par jour, on entend bien des vacations. Quand on dit jour, ce sont des vacations sur un volume de 7 heures. L'indemnisation varie selon le grade et le lieu d'affectation. Autre élément important de la réserve opérationnelle de la police nationale, qui je rappelle fait partie de la garde nationale, c'est le seul corps de réserve du ministère de l'Intérieur qui en fait partie. En cas de crise majeure, les volontaires peuvent être convoqués au sein de la réserve de la sécurité nationale. La convocation se fait pour 30 jours et cette durée est renouvelable une fois. Voilà ce que je peux vous dire pour la réserve opérationnelle de la police nationale. Parlons maintenant de la réserve citoyenne de la police nationale, qui est beaucoup plus récente, elle est créée en 2017. L'organisme d'accueil est toujours la police nationale, mais l'objet et les missions exercées sont très différents. Il s'agit cette fois de participer bénévolement à des missions d'intérêt général en France. Alors, ça peut être la prévention de la délinquance, ça peut être recueillir les attentes des habitants, ça peut être accompagner le public auprès des policiers. Très nombreuses actions. Mais ça peut être aussi des actions de médiation, des actions de solidarité ou d'éducation à la loi. On a plus ici un rôle d'accompagnement. Autant dans la réserve opérationnelle de la police nationale, on va appeler la ROPN, s'il faut retenir le nom par rapport à la réserve citoyenne de la police nationale, RCPN, autant la réserve opérationnelle exerce des missions opérationnelles. Ici, on est plus dans le cadre d'actes citoyens, si vous devez retenir le rôle des missions exercées par ces réservistes. Ils n'ont donc pas de pouvoir de police, ils n'ont pas d'uniforme, ils n'ont pas d'armes. Ils ont une interdiction précise dans leur statut d'exercer des missions de sécurité publique. Pour ceux qui ont fait du droit, et c'est pour ça que je vous l'ai mis en italique, parce que le terme est significatif, c'est la catégorie des collaborateurs occasionnels du service public. Qui peut en faire partie? On a toujours une condition d'âge, plus de 18 ans, pas de limite d'âge. La nationalité, c'est plus large, on peut être français, européen ou résident en France depuis 5 ans, et ce sont des volontaires qui satisfont une enquête administrative. En effet, il faudra vérifier qu'il n'y a pas eu d'atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, d'atteinte à la sécurité publique ou encore d'atteinte à la sûreté de l'État. Ils reçoivent également une formation qui est plus courte, qui est de 2 jours. Le contrat est d'1 an renouvelable, avec des périodes d'intervention qui sont au maximum de 24 heures par semaine, pour des missions récurrentes ou plus pour des missions ponctuelles. C'est donc pas forcément la durée, même si elle est moins calibrée dans l'ensemble de l'année. C'est surtout le fait que ces réservistes, à part qu'ils ont des missions différentes, ils ne touchent pas d'indemnité ou d'allocation, on est dans un régime de pur bénévolat. Bien sûr, il y a le remboursement des frais, mais ce sont des missions qui sont exercées à titre bénévole.
Voilà pour ce deuxième point. Vous noterez que je l'ai traité relativement plus vite, déjà parce qu'il fait 6 points. Bon, cette année, vous aviez, pour ceux qui le passaient, en tout cas en 2022, vous aviez des nombres de points assez proches, 6 ou 7 points, toujours des questions qui sont plus importantes. Là, effectivement, on attendait surtout que vous mettiez l'accent sur le premier point, sur le troisième. Ce sujet des réserves, à mon avis, nécessitait non seulement de citer les 2 réserves, opérationnelles et citoyennes, les principales distinctions. Si vous pouvez aller dans le détail sur l'âge, le profil, c'est bien, mais le plus important, c'est effectivement l'objet. Le fait d'être revêtu de l'uniforme, le fait de porter une arme avec des différences dans les 2 cas sont des points, à mon avis, importants qui devaient signer, de même que le régime d'indemnisation. Voyons maintenant le troisième sujet, le combat pour l'abolition universelle de la peine de mort. C'est une question d'actualité, puisqu'en effet, la France fêtait en 2021 le 40e anniversaire de l'abolition universelle, et on le reverra dans la position de la France sur ce sujet. C'est surtout un sujet qui avait une petite nuance de libellé. Le sujet n'était pas la peine de mort. Ceux qui auraient parlé de la peine de mort en France, l'abolition de la peine de mort en France, non. Il y a 2 mots, il y a l'abolition universelle et le combat pour l'abolition universelle. C'était un sujet qui pouvait faire appel à des connaissances historiques plus anciennes. Je ne pense pas, sincèrement, que sur ce type de sujet, on attende nécessairement des connaissances historiques. Ce sont quand même des sujets d'actualité, de connaissances générales. Par contre, il est quand même utile d'avoir un certain nombre d'éléments, j'ai envie de dire, de cadrage. Vous pouviez citer le premier pays à abolir la peine de mort. Sauf que là, c'est le combat pour l'abolition universelle. Sur ce type de sujet, ce qui me semble le plus important, c'est surtout déjà de noter l'ancienneté de ce combat et ensuite qui l'a porté. C'est un combat qui a été porté par des ONG et par un certain nombre de personnalités. Je vous citerai Victor Hugo, vous pouviez citer Beccaria. Une des grandes dates, c'est en 1977, Amnesty International qui lance une campagne pour l'abolition universelle de la peine de mort. À l'époque, il fallait voir que seulement 16 États l'avaient abolie pour l'ensemble des crimes, la France n'en faisait pas partie. Le combat pour l'abolition universelle, on attend que vous donniez un certain nombre d'éléments argumentatifs, que vous montriez pourquoi abolir la peine de mort. Premier argument, c'est que la fonction dissuasive de la peine de mort pour les crimes les plus graves est mise en cause, et même niée. D'ailleurs, les études ne semblent pas montrer une véritable corrélation entre l'application de la peine de mort et ne semble pas véritablement être trop, il n'y a pas de lien. En tout cas, le lien n'est pas montré. Notez aussi que la peine de mort est parfois appliquée contre des minorités religieuses, contre des minorités sexuelles. Un certain nombre de pays punissent encore l'homosexualité de la peine de mort, ou des opposants politiques, ainsi que pour des motifs qui sont liés au blasphème ou à l'apostasie. La peine de mort est clairement utilisée, comme pour violer les droits de l'homme, c'est un motif de violation des droits de l'homme. Mais plus généralement, la peine de mort n'est pas considérée comme compatible avec les droits de l'homme. Pour Victor Hugo, je cite, « La peine de mort est le signe spécial et éternel de la barbarie ». Vous pouvez faire d'autres citations, vous pouvez citer également les rapporteurs auprès des Nations Unies pour l'abolition de la peine de mort, vous pouviez citer un certain nombre d'auteurs. Surtout, ce qui était important, c'était de montrer comment s'opère ce combat. Ce combat, il s'opère par sensibilisation, par éducation, par transparence, pour aboutir à l'abolition. Elle lie la peine de mort, l'abolition de la peine de mort à la protection des droits de l'homme et au droit à la vie. Vous pouviez développer, mais en tout cas, ce sont les éléments dont on attendait qu'ils figurent dans la copie. Donc, premier sujet, et ça c'est un des premiers points, le combat ancien porté par les ONG. Alors, ensuite, qu'il répond à un certain nombre d'engagements internationaux, d'engagements de la France, on peut aussi citer les engagements de l'Union européenne, mais en fait, vous verrez que je les mets des engagements internationaux, et voir aussi où en est l'abolition de la peine de mort aujourd'hui. S'agissant des engagements internationaux, le deuxième protocole facultatif, se rapportant au pacte international relatif aux droits civils et politiques de l'ONU, vise à l'abolition de la peine de mort. Notons aussi que tous les 2 ans, l'Assemblée générale des Nations unies a une résolution qui vise à un moratoire sur les exécutions, et cette résolution de décembre 2020 a reçu 123 signataires. C'est donc aussi un indice où en est le combat pour l'abolition universelle. Enfin, le 10 octobre a été reconnu par le Conseil de l'Europe comme la journée européenne contre la peine de mort. Elle est devenue la journée mondiale contre la peine de mort. La position de la France. Le 9 octobre 2021, donc la veille de la journée mondiale, lors d'une cérémonie au Panthéon, c'était l'année du 40e anniversaire de l'abolition de la peine de mort en France, le président de la République
Emmanuel Macron a annoncé que la France allait relancer le combat pour l'abolition universelle de la peine de mort, notamment une rencontre à Paris, prévue au premier semestre 2022 pendant la présidence française de l'Union européenne, avec les ONG et les sociétés civiles des États non abolitionnistes pour faire avancer la cause de l'abolition universelle. Vous auriez aussi pu citer dans cette partie, dans cette argumentation, le rôle, notamment le combat qu'a mené la France dans des enceintes internationales. Bon, je rappelle que vous avez 20 minutes pour chaque sujet, chaque point là il y en a 4, ça fait un paragraphe, c'est difficile d'aller beaucoup plus loin. La situation dans le monde aujourd'hui, alors, disons-le tout de suite, on n'attend pas forcément que vous connaissiez tous les États au nombre près. Ce que vous pouvez noter, c'est donner des proportions. La peine de mort en vigueur dans un quart des États. Elle est aboliée pour tous les crimes dans plus de la moitié des États, et les derniers sont des pays qui soit l'ont abolie pour les crimes ordinaires, soit appliquent un moratoire, c'est-à-dire qu'il y a une abolition en pratique. Si on veut être précis, pour les 195 États membres des Nations Unies observateurs, vous n'êtes pas non plus obligé de donner le nombre, vous dites sur l'ensemble des membres des Nations Unies, c'est mieux si vous connaissez les chiffres, bien évidemment, voir les derniers États qui ont aboli. L'abolition pour l'ensemble des crimes concerne 108 pays. Pour les crimes ordinaires, c'est-à-dire qu'on exclut notamment les crimes en temps de guerre, 7 pays. L'abolition en pratique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'exécution depuis au moins 10 ans, 26 pays, avec un pays comme la Russie dans cette liste. Alors là, vous auriez pu signaler également, puisque le sujet est le combat pour l'abolition universelle, que le moratoire peut être un premier pas vers l'abolition, mais que d'autres pas méritent d'être considérés, par exemple la réduction du nombre d'infractions punissables de la peine de mort, ou encore le refus des peines automatiques. La peine de mort est en vigueur aujourd'hui dans 54 pays. Son application a concerné 20 pays en 2019, 18 en 2020. À noter que toutefois les statistiques sont souvent incomplètes. Quand on recense 483 exécutions en 2020, on ne connaît pas les chiffres du pays où il y aura le plus grand nombre d'exécutions à mort, de condamnations, enfin d'exécutions suite aux condamnations à mort qui serait la Chine. D'autres pays où elle est particulièrement appliquée, où on a des exécutions qui chiffrent en dizaines de personnes tous les ans, sont l'Iran, l'Égypte, l'Irak et l'Arabie saoudite. Vous auriez pu signaler, pour montrer pourquoi le combat pour l'abolition universelle de la peine de mort reste un sujet d'actualité, qu'il n'y a pas de mouvement universel à la réduction du champ de l'application de la peine de mort, c'est ce qu'on pensait dans les années 70, certes ça tend à augmenter, certains États l'ont rétabli, l'exemple c'est certains États américains, et il y a une tendance aussi à la réintroduire pour des crimes liés au trafic de drogue ou au terrorisme dans un contexte sécuritaire et répressif. Voilà les éléments qui pouvaient être donnés sur ce sujet. Précisons-le que quand il y a un sujet comme le combat pour l'abolition universelle de la peine de mort, vous pouvez prendre une position engagée pour l'abolition. On rappelle que vous devez avoir une position qui est celle du gouvernement français. Le gouvernement français combattant pour l'abolition, vous êtes tout à fait légitime à aller plus loin. On attend toutefois que vous restiez dans un style administratif, vous ne faites pas de journalisme sensationnaliste. Voilà ce que je pouvais vous dire pour ces sujets du concours de commissaire de police 2022, sujet qui était finalement assez attendu, un sujet concernant l'organisation de la police sur la réserve, les réserves, un sujet sur une des autorités administratives indépendantes après une autre année, un sujet un peu moins, j'ai envie de dire, un peu moins prévisible, l'abolition de la peine de mort, mais qui est fait l'objet de sujets d'actualité, d'où l'importance pour le concours de commissaire de police de suivre l'actualité pour avoir une connaissance en continu de l'ensemble des sujets d'actualité. Par ailleurs, s'agissant de l'abolition universelle, je vous invite également à vous reporter, si vous le souhaitez, à un podcast de l'ISP qui avait été justement tourné au moment de l'abolition universelle. Il y a même 2 épisodes. Un premier sur l'abolition de la peine de mort en France, qui fait une référence à l'abolition universelle, et un deuxième sur Robert Badinter. Voilà ce que je pouvais vous dire. Bon courage pour le concours et bonne continuation. Au revoir.